Vous saviez qu'avant le sport était interdit aux femmes? Je vais vous raconter l'histoire des femmes dans le sport. Commençons par le 19 avril 1967. Catherine Switzer, une jeune étudiante pratiquant la course à pied, s'est inscrite au marathon de Boston, qui n'acceptait pas les femmes, bien qu'aucun point de son règlement ne leur interdisait d'être inscrite. Pour être sûre d'y participer, elle a utilisé la même technique que pour signer ses articles universitaires, à savoir ses initiales. Elle a pu prendre le départ au milieu des coureurs masculins qui l'ont plutôt bien accueillie. Après quelques kilomètres, les organisateurs, soucieux de la réputation virile de leur événement, ont tenté en pleine course de virer la marathonienne avec beaucoup d'agressivité. Aidée par son coach et par son petit ami, Catherine Switzer a réussi à finir le marathon mais en a été disqualifiée. Elle a perdu par la même occasion sa licence de la Fédération américaine d'athlétisme. C'est à partir de ce jour de 1967 que Catherine Switzer a commencé son combat pour permettre aux femmes de participer aux courses qui leur étaient interdites, notamment le marathon, une discipline olympique qui ne sera ouverte aux femmes qu'à partir de 1984. Car, si pratiquer un sport est une activité banale pour les femmes du 21e siècle, la route a été longue avant qu'elles y soient autorisées et acceptées. À la fin du 19e siècle, le sport devient à la mode et alors qu'il peine à organiser un événement sportif international qui se veut rassembleur, le baron Pierre de Coubertin a une idée très arrêtée des compétiteurs qu'il veut retrouver dans le stade et il déclare « Le véritable héros olympique est à mes yeux l'adulte mâle individuel. Les Jeux olympiques devraient être réservés aux hommes. Le rôle des femmes devra être avant tout de couronner les vainqueurs. » Les contemporains du fondateur des Jeux olympiques modernes considéraient qu'une femme ne devait pas pratiquer de sport. Le sport était une affaire d'hommes, il servait à appuyer la virilité. On met d'ailleurs en place des tests de virilité pour s'assurer qu'on reste entre bonhommes. Le premier test de virilité est dû à une femme de la Grèce antique nommée Kallipateira. Elle n'a même pas participé à la course qui lui a valu d'être quasiment condamnée à mort. Kallipateira était issue d'une grande famille de héros sportifs et a entraîné son fils pour les Jeux olympiques antiques. Pour pouvoir soutenir son poulain, elle s'est déguisée en homme, car les femmes qui pénétraient dans le stade, que ce soit dans les gradins ou dans l'arène, étaient condamnées à être jetées d'une falaise. Malheureusement, en triomphant de la victoire de son fils, sa toche s'est déchirée et a révélé la supercherie. Par respect pour les exploits sportifs des hommes de sa famille, elle n'a pas été punie, mais on a décidé qu'à partir de ce jour, aux Jeux olympiques antiques, tout le monde serait tout nu pour ne risquer aucune intrusion femelle. À l'époque de Pierre de Coubertin, pour s'assurer que le sport restait la chasse gardée des hommes, on soutenait que la femme n'était pas assez résistante pour le pratiquer. La société invoquait également la bonne morale pour appuyer cette interdiction. La femme n'avait aucun sens de la compétition. Pire, elle risquait de se viriliser, de perdre sa beauté, de devenir homosexuelle ou de faire une descente d'utérus et de devenir infertile en pratiquant un sport. L'ensemble de ces théories était validé par le corps médical, alors composé exclusivement d'hommes. Ceux-là même qui étaient censés connaître l'anatomie des femmes et leur résistance incroyable, notamment aux douleurs régulières et à l'accouchement. Dans des conférences médicales, les médecins n'hésitaient pas à tenir les propos suivants. Nous, hommes, nous tenons au charme des femmes et leur esthétique. Et pour soutenir le sport, nous n'allons pas sacrifier sur l'autel une des plus belles qualités de la femme, la grâce. Selon la conception de l'époque, la femme était un joli ventre conçu pour le décor et la procréation, alors pas question pour elle de se dépenser et de s'amuser. Heureusement, tout au long de l'histoire, des femmes se sont battues pour gagner leur place dans le monde sportif. Citons en exemple la française Alice Mia, qui a tenu tête à la moustache de Pierre de Coubertin, et au comité olympique qui clamait en chœur que les femmes sportives étaient inintéressantes, inesthétiques et incorrectes, et limitaient la participation des femmes à quelques rares épreuves. Alice Mia, une jeune veuve qui pratiquait l'aviron, est devenue l'ambassadrice du sport féminin en organisant les premiers Jeux olympiques féminins en 1922 à Paris, soit 2 ans avant les Jeux olympiques que Coubertin attendait avec impatience. Un combat qu'elle a mené peu de temps, mais qui a permis à partir de 1928 aux compétitions féminines d'être intégrées progressivement dans les Jeux olympiques modernes, bien qu'on interdisait toujours aux femmes de courir le 800 mètres en s'appuyant sur l'exemple d'une seule athlète qui s'était évanouie à l'arrivée. Il n'en suffisait pas plus pour déterminer que toutes les femmes étaient fragiles. Rappelons que la marathonienne Catherine Switzer n'arrive dans l'histoire que 40 ans plus tard. Il y a eu une petite prise de conscience dans les années 1940, lorsqu'on a autorisé les femmes à faire un peu d'exercice pour rester en bonne santé, afin d'enfanter et de pouvoir faire le ménage, retombant toujours sur les mêmes objectifs et servant la devise « travail, famille, patrie ». Cette conception d'entretien physique à petite dose pour les femmes n'a pas été inventée par le régime de Vichy, mais a été doucement instaurée à la fin du 19e siècle dans les milieux bourgeois, où les femmes qui avaient du temps libre, de l'argent et un petit désir d'émancipation ont commencé à pratiquer certains sports et à créer des clubs de sport féminins.
L'accueil de la société n'a pas été très chaleureux, comme on peut s'en douter, surtout lorsqu'elles ont commencé à adapter leur tenue qui n'était pas du tout pratique. Les maillots de bain raccourcis aux genoux donnaient lieu à des contraventions sur les plages, les jupes à mi-mollet pour le tennis faisaient scandale dans les journaux, les femmes en pantalon se confondaient avec les hommes, et on pouvait lire des remarques assez étonnantes au sujet de ces femmes cyclistes lubriques qui profitaient de leur vélo pour assouvir leurs besoins sexuels. Ou les coquines. En France, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, on conserve l'idée que faire pratiquer de l'exercice aux femmes, et notamment aux écolières, les prépare à être en bonne santé pour procréer et faire le ménage. Et même si l'école devient mixte, les garçons et les filles n'ont pas le même enseignement sportif. Tout change dans les années 1980 lorsqu'on instaure les cours d'EPS, enseignement physique et sportif, enseignés sans distinction de sexe, enfin en principe. Résultat, le nombre de femmes licenciées dans certains sports n'a fait qu'augmenter, à tel point que la gymnastique, qui était réservée aux hommes, compte aujourd'hui plus de 80% de femmes parmi ses licences. Et fun fact, s'il en est, la gymnastique rythmique est la dernière compétition olympique qui n'est pas ouverte aux hommes. Malgré l'ouverture de la pratique sportive à tous, il persiste encore des restrictions et des a priori autour de certains sports qui sont considérés comme masculins, où l'on constate via le traitement médiatique ou l'avis conservateur de la société qu'une marge de progression est encore à effectuer. Mais le comité olympique y travaille sérieusement en ouvrant la mixité dans les compétitions et en tentant de respecter la parité, comme ce fut le cas des Jeux olympiques de Paris 2024.